Ça y est, Inox l'a fait. Il est monté tout en haut de l'Everest, le plus haut sommet du monde, pour nous faire un beau reportage qui va sortir ce soir. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que tout en haut de l'Everest, Inox, ce qu'il a pu apercevoir, c'est une guerre de l'eau. Et oui, on est sur la chaîne du Canard Réfractaire, donc on va parler de géopolitique. Et vu que Inox gravit l'Everest, eh ben nous on va faire la géopolitique de l'Everest. Et la géopolitique, tu sais, c'est analyser les confrontations et les alliances des différentes économies et États dans une région du monde. Et on va faire tout ça avec des cartes que Kuro va animer, donc vous allez très bien comprendre. Alors l'Everest, c'est ce que va gravir Inox, le sommet le plus haut du monde donc, qui se trouve au Népal. L'Everest appartient à une chaîne de montagnes qu'on appelle l'Himalaya, qui traverse plusieurs pays, donc le Népal, mais aussi le Pakistan, l'Inde, le Bhoutan et la Chine. Et il y a d'immenses glaciers dans ces chaînes de montagnes, comme vous pouvez l'imaginer, qui sont concentrés en un endroit, c'est le Tibet, qui est une région autonome de la Chine. Et pour vous dire, c'est pas des petits glaciers qu'il y a là-dedans, parce que c'est la plus grande réserve en eau douce du monde, si on ne compte pas l'Arctique et l'Antarctique. Ces glaciers sont la source d'immenses réseaux fluviaux partout en Asie. Regarde la carte, c'est impressionnant. Dites-vous que ces fleuves qui partent donc du Tibet impliquent directement la vie de 2 milliards de personnes. Ces fleuves alimentent des nappes phréatiques aussi qui sont donc utilisées pour l'eau potable, mais aussi pour l'agriculture et pour toutes sortes d'industries qui a énormément besoin d'eau. On pense par exemple au textile très présent dans la région ou encore l'industrie lourde. Et ces fleuves refroidissent aussi des centrales nucléaires et alimentent des barrages électriques. Bref, il y a toute une vie humaine, animale, végétale et industrielle qui s'est construite autour de ces immenses fleuves qui puisent leur origine dans un même point, les glaciers tibétains. Sauf qu'évidemment, tu vois le truc un peu venir, c'est qu'en gros, les mêmes fleuves vont être partagés entre différentes superpuissances capitalistes, qui sont toutes en concurrence entre elles. Ce qui fait que le même fleuve va à la fois nourrir l'agriculture chinoise, indienne et Bangladesh, et elles sont en concurrence entre elles. Et pareil pour l'industrie, les barrages ou toute la production électrique. Et donc, chaque bourgeoisie, que ce soit la chinoise, l'indienne, la pakistanaise, vont utiliser l'eau comme une arme de guerre pour favoriser leur entreprise plutôt que celle de leurs concurrents. Oui, parce qu'en fait, un fleuve, ça s'écoule. Tu vois, et donc si tu as un pays qui contrôle l'amont d'un fleuve, eh ben, il contrôle tout ce qu'il y a en aval et il peut favoriser ses industries et son agriculture en dépend de l'industrie et l'agriculture concurrentes voisines. Et c'est donc pour ces raisons-là de concurrence entre les différentes agricultures et les différentes industries qu'il va y avoir une véritable guerre de l'eau qui va être menée dans cette région. On va commencer avec le Brahmapoutre qui longe la Chine avant de passer par l'Inde et le Bangladesh. C'est un long fleuve qui est un peu stylé sur lequel l'État chinois veut construire de gros barrages. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça, l'État chinois? Déjà parce qu'il y a beaucoup de leur approvisionnement en énergie qui passe par les voies maritimes du pétrole. Donc ça vient d'Iran principalement et d'Arabie Saoudite. Et ça passe par ce qu'on appelle la zone Indo-Pacifique, donc la mer de Chine en gros. Sauf que cette zone-là est de plus en plus militarisée avec des escalades militaires toujours plus grandes avec les États-Unis. Donc c'est pas impossible que dans quelques années, tu as un conflit qui dégénère à ce niveau-là et que du coup, tu as une rupture de l'approvisionnement du pétrole à l'étranger pour la Chine. Ce qui fait qu'ils vont manquer cruellement d'énergie si ça arrive. Donc ils veulent sécuriser leur approvisionnement en énergie en comptant sur les ressources qu'ils ont sur leur territoire. Et donc c'est pour ça qu'il va construire notamment ce projet énorme de barrage sur le fleuve Brahmapoutre. Parce que c'est pas un petit barrage, c'est même un barrage qui est beaucoup plus grand que le stade du Roudouroua à Guingamp, pour vous dire. Pour vous donner une idée, ça c'est l'image du barrage des Trois Gorges. Il fait 2 km de long, 180 mètres de haut. Il est en Chine et c'est tout simplement le plus gros barrage du monde. Donc ils veulent faire ce fleuve-là sur le fleuve Brahmapoutre, mais 3 fois plus grand que le plus gros barrage du monde. Et c'est pas le seul projet de barrage en plus, ils veulent en faire plein et avec des tunnels et des aqueducs pour détourner le fleuve vers le nord de la Chine. Sauf qu'on a vu que ce fleuve-là, oui, il passe par la Chine, mais après il continue, il passe par l'Inde et ensuite le Bangladesh. Et donc avec tous ces barrages, en fait, l'économie chinoise va réduire le débit de ce fleuve-là qui normalement irrigue l'Inde et le Bangladesh. Ce qui fait que l'État chinois, ils ont juste à fermer un seul robinet pour foutre dans la merde tous les agriculteurs et les industriels d'Inde et du Bangladesh. Et encore une fois, on répète, mais les agriculteurs et les industriels d'Inde et du Bangladesh sont en concurrence avec les agriculteurs et les industriels chinois. Et si vous regardez souvent le Canard, pensez à vous abonner d'ailleurs si c'est pas fait, vous savez que l'eau est une arme de guerre souvent utilisée. On l'a vu avec, tu sais, Erdogan qui coupe et détourne les influents en Irak, c'est-à-dire les fleuves turcs qui alimentent les fleuves irakiens. Et ça pour forcer des négociations qui concernent d'immenses routes commerciales et le commerce du pétrole. Et il y a un peu la même chose qui se passe aussi entre l'Afghanistan et l'Iran. Et c'est pour ça que l'État indien et Bangladesh, ils n'hésitent pas aujourd'hui à parler de guerre de l'eau contre la Chine. Et ça va pas s'arranger avec le temps, je veux dire.
avec déjà tous les projets de barrages qu'on a vus ensemble, mais aussi avec le réchauffement climatique qui aggrave la situation. Les glaciers de l'Himalaya pourraient perdre jusqu'à 80% de leur volume actuel d'ici la fin du siècle. Et en plus, ça va beaucoup plus vite que ce que prévoyaient les scientifiques. Donc on a des phénomènes de fonte du permafrost, des terres autrefois constamment gelées qui, en dégelant, libèrent une nouvelle quantité de gaz à effet de serre. Et on a aussi une conséquence directe sur le débit et la qualité de l'eau des fleuves et des moissons qui en découlent. Et donc sur les 2 milliards de personnes qui dépendent de ces eaux-là. Donc si on résume un peu cette histoire, on a vu que l'État chinois était obligé de maintenir encore et encore les projets d'infrastructure, que ce soit de barrages, de bâtiments et compagnie, pour maintenir une production pour ces grandes entreprises du bâtiment. Parce que s'ils n'arrivent pas à remplir leur carnet de commandes et à augmenter leurs profits, c'est la crise économique assurée dans un système capitaliste. Et la construction de ces barrages, ça paraît comme la solution pour résoudre la crise de surproduction qu'il y a en Chine. Et ça permet aussi, comme on l'a dit, de produire de l'électricité sur le territoire et donc de ne pas dépendre des autres routes commerciales, tu vois. Sauf que le problème, c'est qu'en construisant autant de barrages, en fait, ils contrôlent l'eau, ils s'accaparent l'eau. Et ça fait augmenter les tensions avec leurs voisins indiens et du Bangladesh, parce qu'eux, ils ont besoin de ces fleuves-là. Donc des tensions qui augmentent l'escalade militaire et qui augmentent donc le risque de guerre dans la région. Et vous pensez bien que si ça pète à un moment donné entre le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh et tout, et la Chine, croyez bien que les États-Unis et compagnie vont être derrière pour soutenir, quoi. Et ça tombe bien, l'économie indienne, dans beaucoup de domaines industriels, est concurrente avec l'industrie chinoise. Donc vous pensez bien que quand Modi et Xi Jinping se rencontrent, le contrôle de l'eau est comme une arme braquée contre l'État indien pour permettre aux industriels chinois de négocier de bons petits contrats. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Parmi tous les autres fleuves qui prennent leur source au Tibet, il y a l'Indus qui part de l'Himalaya, passe directement par une région qui s'appelle le Cachemire et traverse tout le Pakistan avec de très nombreux fleuves affluents. En vrai, quand tu regardes la carte là, c'est impressionnant, je pensais pas que c'était aussi grand que ça, le réseau fluvial. Pour vous dire, l'Indus irrigue 90% des terres arables du Pakistan où se trouvent plus de 200 millions de personnes. Et vous voyez les petits points sur la carte de Google Maps là? Et ça c'est le Cachemire, la fameuse région au nord de l'Inde et du Pakistan où traverse l'Indus. Et ces pointillés, ça veut dire que la frontière, elle est contestée et que donc derrière, il y a une petite histoire à raconter. Ouais, la région, elle est si stratégique, si importante qu'elle est à l'origine d'un très long conflit entre l'État pakistanais et l'État indien. En 1947, l'Inde obtient son indépendance et les colons britanniques s'en vont. Mais avant de partir, ils donnent le pouvoir aux extrémistes religieux financés par la couronne britannique qui vont séparer l'ancienne colonie multireligieuse en 2 États avec l'Inde hindoue d'un côté et le Pakistan musulman de l'autre. Et le Cachemire se situe à la frontière nord entre le Pakistan et l'Inde. Avec la décolonisation, cette région sera attachée à l'État indien, ce que conteste fortement l'État pakistanais. Et s'ensuit une guerre entre les 2 États pour le contrôle du Cachemire. Un cessez-le-feu sera signé 2 ans plus tard. L'ONU dessine alors des frontières pour le Cachemire avec une zone indienne et une autre pakistanaise, sauf que ces frontières ne sont pas reconnues par ces États-là, d'où les pointillés sur la carte. Et comme on l'a vu, qui contrôle le Cachemire contrôle l'Indus. L'État indien veut ce contrôle comme moyen de pression contre l'État pakistanais et évidemment l'État pakistanais veut contrôler ce fleuve indispensable à son agriculture. Les 2 États vont alors s'arranger en 1960 sous l'auspice de la Banque mondiale pour signer un traité pour l'administration et l'exploitation de l'Indus et ses influents pour éviter justement d'en faire une arme de guerre. Sauf que en ce moment, la tension n'arrête pas de monter. Celui qui gouverne en Inde, il s'appelle Modi. Modi, c'est un suprémaciste religieux, raciste, impérialiste, tout ce qu'il faut, un beau salaud qui a lancé une 30aine de projets de barrages sur l'Indus et ses influents. Donc autant de retenue d'eau, de baisse de flux et de contrôle du fleuve par l'État indien au détriment des Pakistanais. Enfin plus précisément de l'agriculture et de l'industrie pakistanaise qui dépend de ces eaux-là. L'État indien il fait directement des menaces pour couper l'eau Indus, c'est pas des conneries, et ça met en péril du coup 200 millions de personnes quand même, la population pakistanaise. Et l'excuse de Modi pour faire ces menaces-là, c'est qu'en gros tu aurais des séparatistes indiens qui seraient cachés au Cachemire grâce à l'État pakistanais, donc c'est ça qui justifie le fait d'augmenter les pressions, tu vois. Mais en réalité, on sait bien que c'est un jeu géopolitique ce truc-là, parce que s'il arrive à prendre le contrôle de l'Indus et de pouvoir gérer son débit, ça veut dire qu'il contrôle totalement le plus grand fleuve qui traverse tout le Pakistan et qui permet à toute l'industrie et à l'agriculture pakistanaise de pouvoir tenir, tu vois. Donc en gros, il va arriver dans les tables de négociation avec l'État pakistanais en disant qu'à tout moment, il peut faire une énorme crise dans ce pays-là. Et en plus, il a préparé
préparer toute la population indienne avec un bon racisme d'État comme il faut pour que la guerre avec le Pakistan soit envisageable par la population indienne. Donc Modi se sert de l'eau comme une arme de guerre qui va servir ensuite pour toutes ces négociations, tu vois. Sauf que le problème, c'est que ça va augmenter encore une fois les tensions militaires entre le Pakistan et l'Inde, sauf que ces deux pays possèdent l'arme nucléaire. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et donc là, on est dans une des nombreux bois, on va pas appeler ça une forêt, de nombreux bois qu'il y a à Guingamp, et à l'intérieur même de la ville. En fait, tout le long du Trieux, tu as énormément de bois comme ça. Ce qui fait que tu as énormément de chants d'oiseaux et tout à Guingamp, c'est quand même très agréable, quoi. Tu as même des groupes djihadistes au Pakistan qui lancent des menaces terroristes contre l'Inde avec comme thème l'eau ou le sang. Tu as aussi de nombreux affrontements directs entre l'armée du Pakistan et l'armée indienne, mais aussi des affrontements avec l'armée chinoise, puisque elle a décidé en 1962 d'annexer un bout du Nord-Cachemire. On a donc trois armées au même endroit qui se disputent la même ressource vitale. Et ça, encore une fois, on répète, dans une situation de réchauffement climatique où tu as les réserves glaciaires du Tibet qui sont en train de fondre très très rapidement, et donc il y a une raréfaction déjà de l'eau, en plus du contrôle de cette eau-là par différents barrages menés par différentes superpuissances économiques. Donc ouais, t'as bien compris que le Cachemire, historiquement, déjà c'est une zone qui est très tendue, avec des frontières qui sont pas vraiment stables, tu vois, et qui concentrent des enjeux entre le Pakistan, l'Inde et la Chine, trois puissances nucléaires qui ne cessent en ce moment d'augmenter leur budget pour leur propre armée. Tu vois, le tout dans un climat mondial de conflits militaires et d'augmentation des tensions. Donc si ça devait péter quelque part dans le monde, il est possible que la prochaine fois, ce soit au Cachemire. L'État indien donc fait des blocages de l'eau à l'ouest, mais il fait aussi pareil à l'est, notamment au niveau des influents qui se jettent ensuite au Bangladesh. Ils veulent aussi détourner des fleuves et encore une fois, ça c'est pour permettre le développement de leur agriculture et de leur industrie au détriment du Bangladesh. Sachant que le Bangladesh, c'est un plat pays qui n'a aucun glacier où viennent ces fleuves. Ils sont donc totalement dépendants de la politique de l'État indien et chinois qui ont décidé d'exploiter à fond leurs ressources fluviales aux dépens des Bangladais. Donc le Bangladesh est privé du contrôle de son eau et en plus de ça, ils subissent des sécheresses et des inondations records ces dernières années, le sol étant trop sec pour absorber l'eau des pluies. Donc là, on a vu le Cachemire qui est donc au nord de l'Himalaya, mais notre ami Inox, lui, il n'est pas au nord de l'Himalaya, il est au sud. L'Everest, c'est au sud, dans un pays qui s'appelle le Népal. Et donc, quitte à faire une vidéo sur l'Everest, autant parler du Népal parce que vous allez voir, ça aussi c'est très intéressant. L'économie du Népal aurait pu se construire autour des barrages, vu qu'ils ont l'Himalaya et qu'ils ont l'Everest, tu vois. Sauf que le développement capitaliste n'est pas le même partout et que l'économie indienne s'est développée bien plus rapidement. Ce qui fait que dans les années 60, le gouvernement népalais a signé des contrats avec des entreprises indiennes pour construire des barrages et produire de l'électricité sur tout le territoire. Problème, l'économie industrielle du Népal ne s'est pas développée vu que c'est les entreprises indiennes qui ont pris les contrats. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Népal est l'un des pays les plus pauvres au monde et qui doit donc beaucoup importer de marchandises et pour ça, il faut qu'ils aillent chercher des devises étrangères. Et notamment les devises étrangères que Inox a rassemblées en faisant plein de placements de produits, etc. pour AirUp, pour NAC, bref, il a rassemblé ce pognon-là pour payer notamment les dizaines de milliers d'euros nécessaires à l'administration népalaise pour avoir les autorisations pour grimper sur l'Everest, mais aussi sur tout ce qu'ils vont consommer à l'intérieur du pays, que ce soit les gens qui vont aider à porter le matériel, les gens qui vont les guider dans la montagne, ou encore tout ce qu'ils vont consommer sur place. Et c'est avec ces devises étrangères que l'État népalais va pouvoir continuer à importer tout ce qu'ils ont besoin pour survivre. Du coup, en fait, le tourisme, c'est pas un luxe, c'est absolument indispensable pour le Népal et les Népalais. Le gouvernement du Népal, faute d'industrie, développe donc à fond le tourisme sur l'Everest avec 35 000 personnes qui visitent chaque année le plus haut sommet du monde. Et d'ailleurs, t'as tellement d'inox qui viennent au même moment gravir le même sommet que t'as d'immenses embouteillages, ce qui peut être assez dangereux parce que ça ralentit l'ascension et quand t'as 8000 mètres d'altitude et que t'as pas beaucoup d'oxygène, bon, c'est pas le bon plan, quoi. En plus, t'as des gros problèmes de pollution puisque les alpinistes là-bas, ils ont une légère tendance à balancer plein de déchets, donc des bouteilles d'oxygène ou même des déchets plastiques comme ça. Ils ont calculé, t'aurais 320 tonnes de déchets sur le parcours de l'Everest qui ont été semés au fil des années par les alpinistes. Le gouvernement népalais, il a mis en place pas mal d'incitations pour forcer les gens à ramasser les déchets sur l'Everest, mais aussi pour interdire le plastique. Mais vu qu'il y a toujours plus d'inox dans le monde qui font la même traversée, ça s'arrange pas en réalité. Et justement, t'as beaucoup de gens sur internet qui critiquent inox parce que ça va renforcer ce phénomène de tourisme. Ce qui est en vrai un peu hypocrite parce que le problème du touriste existait déjà avant inox et que inox n'est
pas responsable du développement du capitalisme asiatique et du sous-développement industriel du Népal qui pousse son gouvernement à compenser avec le tourisme. D'où le lien un petit peu paradoxal à première vue qu'il y a entre l'écologie et l'industrie. Parce que si on veut aider écologiquement le Népal au niveau de l'Everest, il faut faire en sorte qu'il puisse avoir des industries au Népal qui produisent ce dont les Népalais ont besoin. Si on avait une économie qui était planifiée, et ça se ferait tranquille en fait. Sauf que dans un système capitaliste, aucun industriel privé n'a intérêt à filer des usines aux Népalais. Dans le socialisme, les entreprises nous appartiennent à nous et c'est nous qui planifions démocratiquement cette production et qui l'ajustions en fonction de nos besoins, des besoins qu'on a définis ensemble. Donc là, le besoin, il est simple, c'est de réduire le tourisme sur l'Everest pour pas que ça devienne une poubelle. Sauf que le tourisme est indispensable au Népal pour choper des devises étrangères. Donc comment on fait pour enlever ce besoin de devises étrangères pour se passer de tourisme? En faisant en sorte de limiter au maximum les importations. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait des industries qui soient propres, qui soient clean, qui soient bien au Népal, qui produisent ce que les Népalais ont besoin. Comme ça, ils ont tout ce qu'il faut pour leur vie, leur nourriture, leur confort, etc. sans avoir besoin d'importer de l'étranger, et donc ils peuvent réguler comme ils le souhaitent le tourisme sur l'Everest en disant que ok, on permet à Inoxtag d'y aller, mais globalement c'est hyper réglementé sinon. Donc là il y aura moins d'inox qui vont aller à la montagne, mais c'est pas très grave, l'important c'est que tu aies plus de Népalais, qu'il y ait plus de richesses, qu'ils soient moins dans la pauvreté, ça c'est pas mal quand même. Enfin, pour qu'on puisse mettre en place des industries stylées dans des pays bouffés par le capitalisme, faudrait encore qu'on prenne le contrôle de nos grandes entreprises. Comme on l'avait dit dans une vieille vidéo du Canard Réfractaire sur Amixem, le socialisme, c'est la démocratie appliquée à l'économie. Et pour y arriver, il faut dégager ceux qui contrôlent aujourd'hui cette économie à leur profit, ce qu'on appelle les capitalistes. D'ailleurs, on a toute une série de vidéos au Canard Réfractaire qui expliquent exactement c'est quoi le capitalisme. C'est disponible en description et c'est très accessible. On part du début et on fait des analyses historiques qui permettent de comprendre un peu tout ce bazar. Bref, Inox, en haut de sa montagne, il apercevra au loin le Cachemire, une des régions du monde les plus convoitées, les plus stratégiques et potentiellement les plus explosives. Une région où s'accumule l'escalade militaire permanente, les dirigeants impérialistes assoiffés de pouvoir qui rendent fous les gens avec leur propagande. Inox, au sommet de l'Everest, il verra des dizaines et des dizaines de super projets de barrages hydrauliques indiens et chinois qui sont autant de moyens de contrôle de l'eau qui justifient donc une escalade militaire et qui pourrait bien demain dégénérer en guerre régionale. Puis Inox pourra observer le Népal, un pays pris dans les contradictions de son capitalisme, obligé de soutenir le tourisme qui dégrade encore et encore le plus haut sommet du monde. Comme si derrière les vidéos, il y avait quelque chose de plus grand à préserver. Des beautés qui ne seront pas protégées en évitant de jeter ses déchets, mais en participant comme peuple à ce grand échiquier géopolitique mondial capté par les puissants qui nous promettent la guerre, l'injustice et délitement. Donc, comment on peut conclure tout ça? Peut-être en disant que Inox, il va réaliser un exploit individuel qui va être très important pour sa construction personnelle. Et c'est vrai que parfois, on a besoin de se dépasser avec des exploits sportifs. Tu vois, individuellement, ça peut être très bon de faire ça. Mais peut-être que le grand défi, bien plus ambitieux que simplement Inox qui monte l'Everest, ce grand défi de notre génération, c'est de prendre part à cette histoire qui se déroule sous nos yeux. Parce qu'en vrai, quand on regarde autour de nous, on se rend compte quand même qu'il y a de belles choses à préserver. Et surtout, si on va dans cette direction, celle de marquer l'histoire, on va avoir beaucoup de belles choses à vivre ensemble. Et c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, autant sur le fond que sur la forme. Sur la forme, parce qu'on a quand même visité un petit peu Guingamp. Et sur le fond, on a essayé de lier des trucs d'internet à la géopolitique, tu sais. C'est un peu ce qu'on avait fait avec les vidéos sur McFly et Carlito et Amixem. Donc voilà, c'était des bonnes habitudes, donc pourquoi pas les reprendre. Et nous, on fait pas de placement de produits, ni pour Nike, ni pour AirUp, donc toutes les vidéos que vous voyez, elles sont faites totalement en indépendance. Et là, en ce moment, on est en financement participatif, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne qu'avec vos dons et on fait des campagnes annuelles pour essayer de récolter un maximum d'argent pour tenir saison après saison. Et pour ça, il y a plusieurs moyens, que ce soit par virement, par chèque, par PayPal, mensuellement sur Tipeee ou d'un seul coup sur Hello Asso. Tout ça, ça se passe sur Internet et les informations sont en description. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont soutenus ces derniers jours. Vous avez été très nombreux et ça fait vraiment plaisir. Bref, cette vidéo, elle a été faite à partir de recherches de Peul, ça a été relu par Déby, ça a été monté par Kouro, la vignette a été faite par Nina, ça a été produit par Camille, ça a été publié par Betsy. Bref, toute une équipe est derrière ça pour vous offrir plusieurs fois par semaine de bonnes vidéos sur la chaîne Le Canard Réfractaire. J'espère que ce travail vous plaît et on se retrouve donc à une prochaine pour d'incroyables vidéos où j'espère on va pouvoir sortir encore une fois. Allez, des bisous et à la prochaine.